partir sur un versant qui me tient à cœur parce que beaucoup de parents me demandent un peu de rentrer dans notre univers et de comprendre un peu tout ce qui se passe derrière le bureau, en fait, quand vous venez nous voir et comment on fait les choses. Donc, ce que je vous propose un peu de faire, c'est de voir un peu l'itinéraire. Donc, partir d'un motif, d'une plainte, jusqu'à des éléments diagnostiques qu'on proposera aux médecins. Donc, les motifs, en général, les patients qui viennent nous voir, alors très souvent, et de plus en plus, je trouve, ils viennent vraiment d'eux-mêmes. C'est à leur propre initiative. Parce qu'ils ont entendu parler d'eux, parce que la tata a dit ça, et du coup, ils commencent à être au fait aussi des différents 10 ou troubles TSA, et donc du coup, voilà, ils s'interrogent. Ils viennent avec des plaintes. Alors, c'est vraiment l'élément, pour moi, c'est le début de mon enquête. C'est de partir sur ce qu'ils me disent. Comment ils me le disent, parce que très souvent, en fait, un simple petit détail, quand on vient avec une lenteur, une fatigue, alors moi, je vais tout de suite, dans ma tête, tout de suite, j'y vais par hypothèse et je ferme, j'ouvre, je rouvre, je referme, etc. On peut partir sur une dyspraxie ou un trouble de TDA. Quand des gens viennent me voir avec, il a des problèmes de mémoire, il ne sait pas réinvestir ses connaissances, et en plus de ça, Madame Lambert, il a un gros manque de confiance en lui. Ça c'est un peu de la dyslexie, dysorthographie. Donc vous voyez, on a très souvent des plaintes qui sont en commun, mais aussi en fonction des problématiques 10, moi, je vais aller rechercher les fonctions cognitives, comme je vous parlais tout à l'heure, qui peuvent être attachées un peu à tout ça. Évidemment, moi, je m'appuie aussi, et mes confrères également, mais beaucoup sur tout ce qui a été fait avant. Pour nous, c'est très précieux. Pensez toujours à rapporter à votre neuropsychologue tous les bilans qui ont été faits, parce que pour nous, c'est une source d'éléments précieux sur lesquels on va s'appuyer. Le carnet de santé aussi, il est indispensable pour justement repérer des problématiques de base au préalable, s'il y avait eu d'autres interrogations avant la naissance, etc., etc. Évidemment, les bulletins scolaires, parce que les enseignants ont aussi beaucoup à dire, et il faut aussi tenir compte de ce qu'ils ont à dire, dans la façon dont ils vont nous dire. En hyperactif, on va sentir pas mal de choses négatives, mais bon, des encouragements également. L'enfant dyslexique, on va voir beaucoup de passages à problème de l'écrit, le dysgraphique, illisible. Bon, on a pas mal de données. Et puis évidemment, les cahiers, ça c'est riche en informations. C'est pas spécialement pour voir le graphisme en lui-même, c'est pour voir s'il a des problèmes de spatialisation, de repérage dans l'espace, s'il arrive à tenir sur la ligne, s'il n'y a pas un problème neurovisuel associé, s'il a un trouble de l'attention, ça va vite se voir, s'il va zapper d'une page à l'autre, il va oublier 4 mots dans la même phrase, il ne restera plus que le point. Bon, bref, on aura pas mal de petites choses. Et c'est pareil sur l'orthographe, voilà, donc c'est assez riche, voilà. Alors nous, alors c'est pas que moi, c'est aussi les autres professionnels. Quand vous venez nous voir, on rentre dans une démarche et on se pose des questions si c'est simplement des difficultés, si c'est un retard ou si c'est un trou. Les difficultés, bon, c'est passager. On va voir très vite que les choses vont revenir dans l'ordre, dans le développement de l'enfant. Le retard, on voit qu'il y a un décalage. C'est-à-dire qu'on a fait une mesure et on voit que, par exemple, si on fait une copie de symbole, il va avoir un niveau d'âge qui est 2 ans en dessous de ce qu'on attend pour le même groupe d'âge. On peut mesurer un retard et on l'observe. C'est-à-dire on le suit avec une remédiation.
par exemple en dysgraphie, en graphothérapie ou en psychomotricité ou en ergo, on va travailler là-dessus et on regarde si ça récupère ou si ça tient. Et puis, on a les troubles, alors, troubles spécifiques d'apprentissage, ça comprend tout, hein, tous les 10. Il y a vraiment un retard, et depuis plus de 2 ans, malgré le suivi, ça persiste et il est marqué. Voilà, il y a un décalage vraiment de 2 ans. S'il a 10 ans, il a toujours un retard il a là un niveau d'âge de 8 ans, par exemple. Et donc, on exclut les autres problématiques comme on avait vu. Donc, les types de bilan, donc moi j'insiste beaucoup que notre travail, il s'inscrit dans une démarche pluridisciplinaire. Évidemment que le bilan, je prêche pour ma paroisse, il est extrêmement important parce que c'est un des rares bilans qui va vous permettre de mettre tout à plat. D'abord par un test de QI qui nous donne une vue d'ensemble générale des compétences, mais aussi avec un bilan neuropsychologique où on va aller cibler les plaintes. Donc c'est quelque chose, on devrait le faire presque systématiquement au départ parce que ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble et de sentir justement les problématiques. Et puis, vous avez pour chaque dominante, vous voyez, chaque professionnel a ses thématiques et vous voyez qu'on reprend un peu les fonctions cognitives, du langage, de la mémoire, des repères spatiaux, de la motricité, voilà, les repères dans le temps, etc. Ok, l'aspect visuel aussi. Donc, chaque professionnel et alors, il y a les graphothérapeutes, voilà, qu'on va rajouter, hein. Elles sont là, hein. Voilà, mais chaque professionnel peut travailler avec votre enfant avec la compétence qu'il a. Ça, c'est important. Il faut être toujours respectueux de qui fait quoi et comment et avec quoi il peut le faire. Si un graphothérapeute, on sent qu'il peut travailler, qu'il s'agit juste d'une modification de l'aspect graphique dans le geste lui-même, le côté un peu perceptif du geste, alors on va partir là-dessus. Si on sent que mécaniquement parlant, qu'il a des défauts de coordination, etc., on fera plus de psychomote. L'ergothérapeute, si vraiment ça fait 4 ans qu'on en fait, que ça devient compliqué et que l'environnement commence à devenir lourd sur le plan de la vie quotidienne, mais aussi sur le plan la vie scolaire, alors à ce moment-là, on envisage en ergothérapie. Alors nous, quand vous venez chez nous, on peut faire presque tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on peut faire un test de QI, un bilan neuropsychologique ou un bilan psycho-émotionnel ou psycho-affectif. Alors, l'idéal, vous avez compris, c'est tout. Après, on est en libéral et ça devient compliqué pour les familles, mais on en parlera tout à l'heure. Ici, le bilan intellectuel, on va le voir, il nous donne une vue d'ensemble des compétences de l'enfant. On met tout à plat. Le bilan neuropsychologique, il est là vraiment pour cibler les plaintes, pour les travailler les fonctions cognitives, la mémoire, l'attention, le langage, la motricité, etc. On va cibler pour repérer jusqu'où on peut aller comme étant problématique. Et puis le bilan psycho-émotionnel et psycho-affectif, là on va ressentir un peu plus le côté de l'émotion psychologique en fait de l'enfant à travers des questionnaires. Alors, dans les tests qu'on a, on a les tests d'intelligence. Donc, vous les connaissez un tout petit peu avec ces termes, hein, WIPSI, WISC, WISE. Le WIPSI, c'est le test des tout petits, c'est le test de QI des petits, jusqu'à 6 ans, enfin 7 ans, 6 mois. Le WISC, on peut le proposer à partir de 6 ans. Donc, pour un petit de 6 ans, on peut proposer les deux, ou même 7 ans, on peut proposer les deux. La WISE, c'est le test de QI pour les adultes.
Donc ici, vous avez une illustration, peut-être que vous les avez déjà vues. Là, c'est un peu grisé, c'est fait exprès, c'est pour pas voir les noms. Ça m'appartient pas hein, d'ailleurs, mais c'est pas plus mal, c'est juste que vous ayez une vue d'ensemble. Donc ici, vous avez un certain nombre d'épreuves qu'on ne fait jamais en totalité, on fait juste sur une petite partie, c'est-à-dire les épreuves officielles qui vont jusque-là, obligatoires comme on appelle. Et puis ensuite, on peut calculer pour chaque échelle. Donc ici, vous avez l'échelle verbale, qu'on appelle l'indice verbal, l'ICV, indice de compréhension verbale. Ici, vous avez les deux épreuves de ce qu'on appelle l'IVS, il y a une erreur, c'est l'indice visio-spatial. Ici, vous avez l'indice de raisonnement perceptif. Ici, vous avez l'indice de mémoire de travail. Et ici, vous avez l'indice de vitesse de traitement. Okay. Pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, on compare en fait des notes brutes qu'on va convertir en notes qu'on appelle standards. Une note standard, c'est un peu comme une note, on va dire presque comme à l'école. On a des notes, vous voyez, ici ça commence à 1, ici ça va jusqu'à 19. La moyenne, chez nous, ça va de 8 à 12. Ça se passe ici. Et plus vous allez vers les écarts, par là ou par là, et moins la population est concernée. Pas bon, très bon. OK? Quand on a un profil chez un enfant, 80% des cas, c'est pas 90, c'est un profil hétérogène, c'est-à-dire il peut être super bon en verbal, et puis il est plutôt moyen, voire il est très en difficulté en vitesse. Vous voyez? Donc c'est vraiment pour avoir une vue d'ensemble des points forts et des points faibles de l'enfant et de pouvoir le placer. Parce qu'il se peut aussi qu'au détour de cette première étape, on se rende compte que l'enfant a vraiment un haut potentiel. C'est-à-dire qu'il a, alors le vrai haut potentiel, j'en ai eu, 4 dans ma carrière, longue carrière, tout doit être supérieur ou égal à des 17, 18, 19. Après, il peut avoir des dominantes qui nous permettent quand même de placer vers un haut potentiel parce qu'on a quelques épreuves qui nous permettent de généraliser et de confirmer effectivement ce côté haut potentiel. Mais sachez que cette étape-là, elle montre très souvent pas mal d'écarts. C'est le but, parce que si je veux m'intéresser à un trouble des coordinations, on va le voir tout à l'heure avec Marie, ce qui va se passer, c'est qu'elle ne va pas être très très bonne dans le côté spatial, et puis elle va être excellente en verbal. Donc ça nous permet déjà, ça fait partie justement des critères de diagnostic pour le trouble des coordinations, d'avoir un écart par rapport aux indices. Et puis, le bilan neuropsychologique, donc ici, vous voyez, j'ai fait exprès de vous montrer toutes les fonctions qu'on appelle cognitives qu'on peut analyser. Donc, ce sont les fonctions cognitives, c'est vraiment ce qui nous permet d'être en interaction avec notre environnement. Hein. Donc, ce sont des petits systèmes qui sont très spécialisés, mémoire, attention, langage, gestes, reconnaissance, qu'on peut isoler. Hein, ils sont isolables, c'est-à-dire je peux aller les chercher comme ça. Si je veux faire l'attention visuelle ou l'attention auditive, je vais pouvoir isoler les choses avec mes petits tests. Mais ils ne sont pas isolés les uns des autres. C'est-à-dire qu'il y a une combinaison qui se construit quand même avec toutes ces fonctions. Donc, vous avez compris, si vous suivez depuis le début, que chaque fonction que vous voyez ici va faire l'objet d'un dysfonctionnement. Je vais faire un jeu de mots, mais un dys quelque chose. TDAH, tu vas avoir un dysfonctionnement, un trouble dysexécutif et dysattentionnel. Une dysphasie, tu vas avoir un trouble dans le langage oral. Dyslexie, dysorthographie, un trouble du langage écrit. Les praxies, les gnosies, on va être dans les 10, donc dyspraxie, troubles des coordinations, troubles visio-spatiaux, etc. Voilà, donc ça,
c'est important parce que nous, vous voyez, avec des petites épreuves que je vous montre ici, donc l'attention, on a 3 attentions, je vous en parlerai cet après-midi. On va pouvoir, avec des petites épreuves, mettre en évidence cette spécificité-là et comparer les enfants au même âge. Idem ici pour les fonctions exécutives, qui sont par exemple la capacité de planification, donc être capable de passer d'une étape à une autre. La capacité d'inhibition, c'est être capable de passer, de contrôler notre cerveau, parce que lui, il a envie de lire vert, par exemple ici. Bon, il a du bol parce que ça doit dire vert, mais ici, je dois dire le mot et non pas la couleur. Bon, on doit dire bleu, mais il y a beaucoup qui vont dire rouge, parce que c'est la couleur qui va prédominer dans votre traitement. Donc, c'est être capable d'être dans le frein. Et puis, la flexibilité, ici, c'est être capable, en fait, de jongler, de s'adapter à la situation. Donc, par exemple, être capable de compter à l'endroit à l'envers. OK? Donc, en fonction de toutes ces fonctions cognitives, je vais pouvoir les isoler avec des tests. Donc, vous voyez, là, je vous ai remis tous les tests que j'ai moi personnellement. Alors, j'en ai beaucoup déjà, mais vous en avez plein d'autres et d'autres collègues ont aussi d'autres tests. Mais on va vraiment pouvoir confronter justement l'enfant, en tout cas la fonction cognitive avec nos tests. Et puis, parallèlement à ça, parce que ça, c'est très important, on n'est pas que dans du vif, que dans du brut de cognition. On a aussi la part un peu émotionnelle, la part sensible d'un enfant, comment il en parle, comment les parents en parlent, les enseignants aussi en parlent. Donc, très souvent, on associe avec des questionnaires pour aller tirer un peu ce qu'on ne peut pas spécialement toujours voir au cabinet. Et puis des tests, alors que je ne pratique absolument pas, c'est des tests projectifs qui permettent à ceux qui vraiment l'exploitent, d'aller retirer un petit peu la personnalité de l'enfant, sentir un peu ce qui le tracasse, ses idées noires, ou au contraire ses points forts, etc. Donc c'est une analyse très spécifique. Alors, pour presque finir, je vais vous parler de Marie. Alors, j'ai changé son prénom et son âge. Je fais exprès de vous faire une petite vignette comme ça pour que vous sentiez un peu mon parcours et puis ce vers quoi on est arrivé chez cette jeune femme, qui venait à la base pour des difficultés à passer son permis de conduire. Elle n'y arrivait pas. Elle a mis plus de 200 heures, pas de code, mais de conduite. Impossible. Elle l'a passé plusieurs fois, grand échec. Et puis, elle me disait que voilà, pour elle, ça devenait excessivement anxieux. Donc, une jeune fille qui se présente avec pas mal un trouble anxieux à la base, on le voit très vite, et puis qui donne les motifs très clairs. Gros problème dans la manœuvre, d'anticipation, à faire 2 choses en même temps, très lente, maladroite, alors elle marche sur les pieds de tout le monde, grande difficulté justement à gérer la droite et la gauche. Alors, et puis elle explique, quand il faut apprendre la théorie, j'ai aucun souci, mais dès que je vais être dans la pratique, ça devient compliqué. Voilà, donc ce gros décalage-là. Sur le plan de l'anamnèse, il n'y a rien à aller tirer, si ce n'est que j'ai quand même senti dans ses explications qu'elle était assez impulsive, hyperactive, enfin on sentait qu'il y avait des choses comme ça. Et puis un profil un peu étrange où quand je lui posais les questions, si elle avait des thèmes un peu de prédilection, elle me disait qu'elle aimait beaucoup les serpents, mais bon, sans plus non plus. Mais que quand elle était petite, les plaintes, enfin, il n'y avait pas beaucoup de plaintes en fait, ni de l'école, ni de la famille. Et puis, elle a eu très peu de suivi, juste un peu d'orthopsie parce qu'elle avait un très fort strabisme, qui est toujours présent d'ailleurs. Et actuellement, bon, elle était suivie par une psychologue parce qu'elle perdait un peu confiance. Sur le plan de la scolarité, c'est une jeune fille sans difficulté majeure.
ça s'est plus corsé à l'entrée au collège, au lycée. Elle avait tendance à beaucoup procrastiner, hein, remettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Elle manquait un peu d'attention, etc., etc. Et puis ce décalage toujours évident entre la pratique et puis la théorie. Vraiment ces difficultés elle observait beaucoup. Dans ses relations interpersonnelles, bon, on voit une jeune fille qui a un peu du mal à s'inscrire dans le groupe parce qu'elle est perfectionniste elle-même, elle préfère être plutôt à privilégier la relation unique plutôt que d'être en groupe. Des difficultés aussi à rentrer dans les codes sociaux, le langage non verbal. Après, elle le comprend, elle me dit qu'il n'y a pas de souci. Mais ça l'amène quand même à quelques quiproquos. Elle n'a pas non plus la distance pour des petites blagounettes. Voilà, elle a un peu du mal. Mais en même temps, c'est une jeune femme qui est assez empathique, voilà, et qui est très, très sensible. Sur le plan sensoriel, alors là, fait l'autopsie pour du strabisme, beaucoup de difficultés d'appréciation des distances, donc ça n'aide pas pour le code. Voilà, sur le plan attentionnel, bon, elle avait quelques difficultés à se concentrer, elle était un peu distraite. Ça lui arrive d'oublier certaines choses, voilà. Et surtout, ce qui la dérangeait beaucoup, c'est être en double tâche, c'est l'attention divisée. Et c'est d'ailleurs dans son analyse qui la dérangeait aussi beaucoup dans la conduite. Son écriture, je l'ai vue, puisqu'elle était venue avec une liste de je ne sais pas combien de pages, de petits points à évoquer avec moi. Et l'écriture était plutôt correcte, moi j'ai trouvé. C'était sur une feuille blanche, avec des petits tirets, voilà, classique. Sur le plan clinique, donc quand je suis en interaction avec elle, je vois vraiment qu'elle est dans un débit. Alors moi j'ai un bon débit, mais alors elle c'était extrêmement intense, très dispersée. On voyait un peu une analyse en arborescence, tac tac tac. Voilà, il y a parfois un peu du mal à la suivre. L'échange du regard était à mon goût assez pauvre. On sortait du confinement, donc on avait le masque, on voyait qu'elle était un peu gênée. Et puis bon, j'ai remarqué surtout qu'elle avait un très fort strabisme. Savoir si c'était ça qui la dérangeait dans l'interaction avec moi ou la situation de sortie de confinement, voilà, c'était un peu difficile pour moi d'analyser. Donc moi, je suis partie, il y avait beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous le soumets, ce cas, parce que je le trouve vraiment très, très riche. Dans mon analyse, j'avais vraiment beaucoup de choses à fouiller, à savoir est-ce qu'on est vraiment dans un trouble des coordinations qui pourrait l'empêcher à rentrer justement toujours dans ce côté pratique. L'hyperactivité, une jeune femme très speed, qui va dans tous les sens et qui manque d'attention. Un haut potentiel, parce que dans l'échange, elle m'a montré vraiment une aisance verbale plus. Un TSA, un trouble du spectre de l'autisme, Asperger, pourquoi pas, parce que l'interaction sociale, les autres, elle me disait qu'elle surapprenait beaucoup, ou alors tout simplement un trouble anxieux. Donc je suis partie sur 3 étapes. D'abord, une étape de questionnaire, d'échelle pour étayer une petite base. Ensuite, on a fait un test intellectuel, un bilan intellectuel, et puis on a terminé par un bilan neuropsychologique. Donc, dans les échelles, ce qu'il faut retenir, on ne va pas rentrer dans le détail, mais simplement ici, vous avez un questionnaire qu'on appelle le QTAC, qui est justement là pour décortiquer un peu les difficultés de coordination et de placer en fonction du total obtenu par le patient, de le placer par rapport à la problématique. Donc, aussi bien, j'ai soumis le questionnaire à Marie, mais également à sa maman. Et les deux sont revenus extrêmement positifs pour nous mettre en avant beaucoup de difficultés de coordination.
et notamment autour du mouvement, les petits mouvements, les petites anticipations de gestes, et la maman aussi, vous voyez. Ensuite, je lui ai proposé un questionnaire qu'on appelle l'échelle australienne du syndrome d'Asperger, pour voir un peu ce qu'on pouvait ressortir par rapport à cette éventualité, en leur demandant pour Marie de se placer par rapport à aujourd'hui, et pour sa maman de nous faire l'état de comment elle la présentait quand elle était plus jeune. Alors pour Marie, évidemment, elle est plus significative, puisque l'indice doit être entre 2 et 6, enfin au taquet on va dire, elle est à 3, donc elle serait dedans, alors que sa maman, elle est un petit peu en dessous. Hein, voilà. Ce que sa maman met surtout en avant, et également Marie, c'est surtout les compétences sociales et émotionnelles. Le reste, voilà, ça c'était plutôt satisfaisant. Donc quand même des difficultés d'interaction. Ensuite, je leur ai proposé un questionnaire plus orienté sur l'hypothèse du TDAH, trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, avec 2 questionnaires, le questionnaire de Conners et le questionnaire d'échelle de Brown. Donc c'est un questionnaire qui est plus pour les enfants, mais je n'avais pas l'adulte, je lui ai quand même soumis pour avoir une vision générale. J'ai complété avec le Brown. Bon, on voit que l'indice final d'hyperactivité, il doit être à 1,5 pour être significatif. Vous voyez, pour les 2 échelles, on ne voit pas trop d'hyperactivité. Un peu chez Marie, elle le sent, c'est ce qui l'embête un peu plus, l'impulsivité. Mais la maman met plus en avant un trouble d'attention, d'étourderie et pas mal d'anxiété. Et là, l'échelle de Brown nous met vraiment en évidence des difficultés d'attention. Donc, on a des éléments sur des difficultés d'attention qui sont compensés. On a quelques interrogations sur l'Asperger, enfin le TSA, pardon. Et puis également une grande souffrance au quotidien qui nous laisse évoquer une dyspraxie. Donc, on a proposé dans un deuxième temps le bilan intellectuel pour mettre un peu à plat les points forts et les points faibles. Et donc, voici ces résultats. Donc ici, vous avez, comme je vous avais montré tout à l'heure, une vue d'ensemble. Oups. Hop, je ferme. Voilà, de ces résultats. Donc, comme je vous rappelle ici, vous avez les compétences verbales. Ici, vous avez tout ce qui est perceptif, tout ce qui est spatial et constructif. Ici, vous avez la mémoire de travail. Ici, vous avez la vitesse de traînement. Mémoire de travail et vitesse de traînement, ça nous indique beaucoup sur le profil du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ces enfants sont en général, ou les adultes sont en général très pénalisés. Ils sont au contraire non pas trop rapides, ils sont très lents dans leur information parce que tout leur demande beaucoup d'efforts. Et puis la mémoire de travail, c'est la mémoire, c'est un peu comme un bureau. Si j'ai un grand bureau, je retiens bien les informations. Et comme j'ai l'espace, je peux manipuler ces informations. Vous voyez, donc ça nécessite effectivement que je sois réceptif par rapport à mon environnement. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Alors là, c'est flagrant. Elle est très bonne en verbal. Par contre, sur le plan spatial, c'est très compliqué. Avec des notes qui se situent, vous voyez, je vais la placer ici, à 5 ou à 3. Donc, elle va se placer par ici par rapport à la norme. Donc, les cubes, c'est ce que vous avez là. Elle a eu 5. Donc, c'est agencé, vous voyez, en fonction d'un modèle, des pièces. Donc, on voit comment la personne est capable de découper l'information visuelle sur le modèle et comment il est capable d'assembler. Et ici, vous avez l'épreuve où elle a eu 3. C'est une épreuve vraiment d'analyse visuelle, de découpage. Et on voit que justement, c'est très compliqué pour elle de savoir décomposer ça en plusieurs pièces. Vous voyez ? Donc, on commençait un peu à préciser sur ce côté un peu de trouble de décoordination. Et j'ai complété avec des épreuves neuropsychologiques sur les praxies, les gestes. Et là, on a vu effectivement
que dès qu'elle est sur une commande verbale, elle a énormément de mal à exécuter le geste. Si je lui dis par exemple, montrez-moi comment vous devez vous brosser les dents, ou si je lui montre, pas trop de soucis, mais il faut qu'elle réfléchisse. Et si je ne fais rien et je lui dis, montrez-moi comment on fait pour se brosser les dents, là, elle a eu énormément de mal parce que elle avait de grandes difficultés pour le coup à avoir des représentations du geste. Et du coup, ça explique aussi ce qu'elle me disait dans son travail où il fallait sans cesse, que pour les gestes techniques de son travail, il fallait sans cesse lui remontrer comment il fallait faire pour qu'elle arrive un peu à automatiser, à matérialiser les choses. Et puis, d'autres parties aussi un peu plus visuelles, où l'analyse visuelle globalement était bonne. Par contre, ici, la figure que je vous avais montrée est assez compliquée, la figure de Ré. On demande d'abord de décomposer un peu dans notre tête et à reproduire. La reproduction, elle a réussi à faire, mais de mémoire à nouveau. Dès qu'elle est dans une représentation, ça a été assez difficile. Donc, en résumé, un bilan hétérogène avec de bonnes compétences verbales versus des difficultés sur le plan perceptif. Un effort très marqué sur le plan clinique. On voit que tout lui a demandé beaucoup de travail et beaucoup d'efforts. C'était très coûteux. Sur le plan neuropsychologique, une immaturité vraiment dans l'imitation des gestes et beaucoup d'efforts aussi sur le plan attentionnel. Donc, la conclusion est celle-ci, je vous la lis. Le bilan des aptitudes intellectuelles ainsi que le bilan neuropsychologique complémentaire mettent d'abord en avant sur le plan intellectuel une forte dissociation verbo-non-verbale, donc très bonne à l'oral, très mauvaise sur le plan perceptif, avec de bonnes, voire d'excellentes performances à l'oral, mais des lacunes très marquées lorsqu'il faut manipuler des informations dans l'espace. Donc, dès qu'on va être dans un traitement ou un travail à faire sur le plan constructif, vous voyez, vous devez manipuler, l'analyse des informations spatiales, ainsi que les gestes. Donc, idéomoteur, c'est l'imitation. Ces éléments vont dans le sens d'un trouble du développement des coordinateurs latents, parce que là, pour le coup, à 24 ans, le diagnostic tombe seulement maintenant. Donc, les deux, elle a le gestuel et elle a le côté un peu spatial. Mais son traitement perceptif, voire, etc., il est plutôt préservé, sauf quand il y a des représentations spatiales et gestuelles associées. Ces éléments expliquent les difficultés de la patiente à passer son permis de conduire, mais aussi à réaliser des gestes techniques sur son poste de travail. Ça, c'était très important pour elle, au final, de comprendre pourquoi elle n'y arrivait pas. On n'observe pas de lenteur de traitement ni d'exécution, et la patiente compense beaucoup d'un point de vue attentionnel. Mais le travail peut parfois apparaître coûteux. Très souvent, en fait, elle devait fermer les yeux pour pas se laisser distraire quand elle me parlait, très souvent. Et la double tâche reste extrêmement difficile. Donc, faire plusieurs choses en même temps, c'était très laborieux. Le contrôle de l'impulsivité semble bon, même si la patiente est globalement assez dispersée d'un point de vue attentionnel et corporel. Elle avait effectivement toujours tendance à avoir une petite impatience motrice. Et puis, comme je vous dis, sur le plan attentionnel, c'était quand même assez diffus. Donc, il existe probablement des signes de TDAH, mais qui ont été compensés avec le temps. En ce qui concerne l'éventuel TSA, les possibilités semblent minces, mais mériteraient. Alors, mince, mais il mériterait une analyse plus approfondie. La patiente a une nature anxieuse, mais qui s'explique aussi par de nombreux conflits internes et une appréhension du monde assez instable du fait de ces handicaps invisibles. Alors, c'est CES, je l'ai bien mis C, c'est ceux-là. J'aurais pu marquer SES, les siens, mais c'est ceux-là, handicap invisible. Voilà. Donc, il y a quand même un petit parcours à poursuivre sur cette piste-là parce que rien ne n'empêche d'être dans un TSA avec une dyspraxie secondaire. Donc, dans les recommandations, je lui ai demandé je lui ai conseillé en fait de faire un certain nombre d'étapes, notamment pour le permis, de pouvoir obtenir un aménagement pour le permis.
faire une demande pour une boîte de vitesse, ce qu'elle a fait. Et puis les démarches MDPH, si elle souhaitait aménager son travail. Et éventuellement des séances d'ergo, je pense qu'il pourrait être vraiment bien pour l'aider à aménager son quotidien et son milieu de travail. Donc les nouvelles, alors elles sont très bonnes. Je suis vraiment très très contente parce que quand elle était venue me voir, elle devait faire son permis au mois d'août. Elle a failli pas le faire parce qu'elle m'a dit ça sert à rien si c'est encore pour échouer. Et elle a obtenu en fait la boîte de vitesse pour sa dernière session et donc elle l'a obtenue. Donc j'étais vraiment ravie. Elle continue son suivi psychologique, mais j'ai pas d'informations si elle a démarré un dossier pour aménager ou des suivis parallèles.